marche. 1, 2. Bien, écoutez, bienvenue à vous tous. Ravi de vous accueillir sur cette nouvelle table ronde, atelier. Donc, on l'a souhaité donc très pragmatique, très opérationnel. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus encore. Bonjour. Bien, il nous a paru important donc dans le domaine de l'innovation de poser un certain nombre de questions. Michel, non, il n'est pas encore trop tard. Tu peux venir là. D'ailleurs, tu es attendu par une personne. Si tu peux t'installer, mon Michel. Donc, il s'agit de Michel Paolucci, là, tu n'intervient pas à la table ronde, donc il sera sur la sur les startups en début d'après-midi, mais voilà. Bon, Michel, c'est ce que tu voulais que je te présente à tous? Bien, oui, il nous est apparu dans le domaine de l'innovation aujourd'hui, donc puisque c'est une grande journée dédiée à l'innovation sous ses différentes facettes, et comme vous l'avez constaté, on a ouvert une table ronde donc pour évoquer la notion de rupture. Des métiers. Et je crois qu'ils ont été largement exprimés par les participants à cette table ronde. On ne pouvait pas mettre à l'écart la notion de la donnée. Nous ne pouvions pas mettre à l'écart la notion de la protection du consommateur dans un climat qui est un climat que moi j'intitulerais un climat un peu anxiogène. Anxiogène tel que je le vis, parce que la réglementation est tombée. Et alors, j'ai envie de dire, mais là, on a des experts qui sauront donc nous donner un regard. Donc, je crois qu'on est dans un climat anxiogène, au profit de qui, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Et peut-être on aura des réponses donc, autour de cette table ronde. Ce qui nous apparaît important aussi, c'est de regarder sans concession ce qui s'est produit encore récemment par les GAFA, donc Facebook en tête. Donc ça nous pose aussi quand même pas mal de questions. C'est plutôt bien tombé, je trouve. Il y a une réglementation qui tombe et il y a des excès qui tombent. Donc c'est assez intéressant à observer. Je crois qu'il faut essayer aussi qu'on en tire enseignement. On a souhaité, avec l'ensemble des participants, donc avec Cathy, qui est déjà de Solutions Business, Mediapost, réfléchir avec Christophe, qui est effectivement président de MICI, avec effectivement Karine, qui est avocat associé, et avec Vincent Marais, qui est beaucoup plus brillant que toi d'ailleurs, Michel, sur la notion de la data, je voulais te le dire. Mais tu es très bien sur les Startup Nation. Je suis un peu comme toi, tu sais, je ne fais que fédérer les talents. Exactement, merci Michel. Et Vincent qui également nous donnera. Parce qu'on s'est accordé ensemble à essayer d'être le plus pragmatique possible pour essayer de parler vrai. C'est vraiment l'ADN de l'Observatoire, vous le savez. Nous, on doit dire les choses telles qu'elles sont, parfois avec inquiétude, parfois avec beaucoup d'optimisme. Mais je crois qu'il faut qu'on parle vrai et qu'on se dise les vraies choses. Et je crois que c'est au moins un fil conducteur qui nous a guidés dans la réflexion qui a été la nôtre sur des prismes éminemment différents. Les préoccupations de Mediapost ne sont pas celles d'MICI, ne sont pas celles d'un cabinet d'avocats ou d'un grand cabinet de conseil. Donc, c'est essayer d'avoir des éclairages opérationnels. Est-ce qu'on peut répondre à cette question, comment rendre inséparable data, marketing et éthique? Ces deux valeurs qui nous sont, nous, essentielles. La data marketing, c'est dans notre univers de référence. L'éthique, c'est dans nos valeurs. Et je suis sûr que c'est dans vos valeurs. Alors, pour ouvrir cette conférence, je vais maintenant laisser la parole à Cathy, qui va nous donner, elle, sa lecture. On va se donner 3 minutes pour un peu pitcher sur la lecture vraie de ce qui est aujourd'hui data marketing et éthique. 3 minutes à chacun. Et puis après, on va échanger. Et on échangera aussi avec la salle parce qu'on attend beaucoup de questions. Je sais qu'il y a des experts dans cette salle, beaucoup plus compétents d'ailleurs que moi, ça c'est sûr, mais peut-être de nombreux d'entre nous. Cathy. Bonjour à tous. Eh bien, quand on fait partie du groupe La Poste, l'éthique et la data, c'est des données forcément qui sont conciliables et indispensables à associer l'une à l'autre. Chez Mediapost, on commercialise des datas, donc on intermédie des datas pour nos clients. De fait, nous devions nous inscrire sous le chapeau général du groupe La Poste et de la confiance. Donc maintenir pour nos clients la confiance et pouvoir continuer basiquement à faire du business puisque effectivement nous sommes une société qui commercialise des datas. Le premier point, c'est qu'on est parti dans une optique de gouvernance, de constitution d'un comité data au sein
sein de Mediapost, avec l'objectif de s'engager de manière très volontariste, toute l'entreprise, dans un projet majeur qui nous permette d'associer depuis la DG jusqu'aux collaborateurs et embarquer finalement l'entreprise dans ce projet éthique. Donc on s'est mis un challenge extrêmement fort qui était de pouvoir être certifié ISO 27001. Donc autour du système de management de la sécurité informatique. Et nous avons obtenu cette certification il y a 15 jours. Donc aujourd'hui, on arrive... On applaudit. Allez, on applaudit. Et pour ceux qui connaissent les processus de certification, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement contraignant et de compliqué. Voilà, donc on y est arrivé. L'objectif étant d'arriver de continuer à faire notre business, mais de le faire avec un élément de différenciation très fort et évidemment très rassurant pour nos clients. Voilà. Merci Cathy. Christophe. Merci. Alors, bonjour à tous. Vous ne connaissez probablement pas MIC, c'est une agence de conseil média qui appartient à Groupe M, donc Groupe WPP. Le data marketing fait partie de notre quotidien depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Voilà. Moi, ce qui m'a intéressé dans le sujet et ce dont je vais vous parler, c'est plutôt du consommateur, parce que je pense que j'ai 3 confrères ici qui vont parler beaucoup de la réglementation. Je pense qu'il y a une vie après la réglementation, j'essaierai de le développer au travers de vos questions. Comme souvent, quand la question du consentement, puisque c'est ça dont on parle, se pose, la bonne manière sans doute d'aborder cette question, c'est d'écouter le consommateur d'abord. Pas toujours croire ce qu'il dit, parce qu'il fait parfois des choses différentes de ce qu'il déclare. C'est se poser la question de ce que la statistique nous dit. La statistique a des limites et il faut les connaître, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Et c'est aussi se poser la question finalement de sa propre entreprise, quand on est une entreprise qui a besoin d'utiliser ces données, et de l'impact éventuel de l'utilisation de ces données sur la perception qu'en aura son staff. Il y a des cas, on a parlé de Google, là, qui a eu quelques petits problèmes avec des salariés en début d'année, suite à des projets pour l'administration militaire qui étaient jugés par certains de ses collaborateurs qui ont soit fait des pétitions, soit carrément donné leur démission peu éthique. Donc il faut qu'on ait tous ça en tête, c'est qu'on a aussi un public interne, on a aussi une marque employeur. Et voilà, donc c'est des sujets dont, si vous voulez bien, on parlera juste après. Merci Christophe. Karine. Bonjour. Alors moi, j'ai un positionnement un petit peu différent puisque je ne représente pas une entité, mais en tant qu'avocat, j'assiste des entreprises dans leur démarche de mise en conformité. Je vais commencer, avant de dire ce que je trouve d'extrêmement positif sur cette évolution de la législation, par dire ce que je regrette. Je regrette le fait que depuis peut-être 1 an maintenant, on communique autour de sanctions, on communique autour de montants astronomiques, on communique autour de ce que risque l'entreprise. Alors effectivement, c'est une réalité qui est gravée maintenant dans le marbre de la loi, mais on ne communique pas pour dire, pour mettre en avant ce que ces changements vont apporter à l'entreprise demain. Et c'est aussi ça qu'il faut regarder. Ça me ramène il y a 20 ans bientôt en arrière avec l'explosion de la bulle Internet où de toute façon on va dans le sens du vent. On va dans le sens de la protection du consommateur, mais également sur la restructuration des méthodes de l'entreprise, de voir ce que derrière elle pourra en montrant sa conduite, en offrant plus de transparence et en offrant ces garanties qu'aujourd'hui la loi exige d'elle, elle mettra en avant ses valeurs également. Et ça, je pense que c'est un peu absent de la communication autour de tous ces changements législatifs. Merci Karine. Vincent. Merci. Donc, en effet, je dirige au sein de KPMG des équipes qui traitent de sujets de cybersécurité et de protection des données personnelles. Donc, on pourrait dire que c'est des sujets qui ne sont pas forcément tout à fait liés, mais en fait, quand on regarde le pourquoi du GDPR, il ne faut jamais oublier que dans le préambule du GDPR, on nous parle de protéger les droits et libertés fondamentales des personnes. Donc, ça peut paraître un peu ronflant, mais un peu, on peut se dire, ouais, bon, c'est pas parce que quelqu'un va recevoir un email marketing non sollicité qu'il va mourir. Sauf que la problématique est bien autre, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au fil des années, les entreprises, je ne parle pas uniquement du data marketing, mais ont collecté des quantités astronomiques de données personnelles.
et sans volonté de nuire, hein, mais que, in fine, ça représente quelque chose qui peut potentiellement nuire à des personnes sur des notions d'usurpation d'identité, de discrimination, etc., etc. Et donc, moi, je dis souvent que la donnée personnelle, c'est un peu comme une matière radioactive. La matière radioactive, c'est quelque chose qui est très utile pour des examens médicaux, pour produire de l'énergie, puis c'est aussi quelque chose qui peut être dangereux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de considérer ça, dès qu'on a de la donnée personnelle entre les mains, et en quantité, eh bien, potentiellement, ça peut causer du tort aux personnes concernées. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à concilier le business avec cette gestion des risques pour la personne. Et mon activité côté cybersécurité me fait dire, parce qu'on surveille l'actualité, et puis on a des clients qui nous appellent parce qu'ils viennent de se faire pirater et que leur base de clients est partie, eh bien, oui, on a bien aujourd'hui le sujet de l'éthique au sens je collecte des données de manière raisonnable, loyale, transparente, et je n'en fais pas autre chose que ce pourquoi je les ai collectées. Et puis, je protège ces données contre des personnes malveillantes qui pourraient, elles, vouloir en faire un usage malveillant. Alors, avant d'ouvrir un certain nombre de questions, moi, je peux me permettre aussi, j'ai un sujet, j'ai entendu beaucoup la notion, effectivement, de relation du consommateur et sa protection, les usages marketing, le cadre réglementaire, la pratique, les risques. Moi, il y a un sujet qui importe notre filière, et je tiens à le dire, parce qu'on est bien ici à l'Observatoire comme média, et on porte aussi les enjeux de notre filière. La filière, je la rappelle, c'est l'ensemble des métiers, les agences, l'événementiel, la filière industrielle, et bien entendu le monde du numérique. Le monde du numérique. Il y a un sujet quand même qu'on n'évoque peut-être pas assez, et nous souhaitons l'adresser, et on commence à l'adresser notamment avec Bercy et la médiation sur cette réglementation. C'est aujourd'hui la relation qu'il y a entre les grands et les petits. Je rappelle que la filière de la communication, c'est 90% de TPE. La filière de la communication, elle répond à 700 grands donneurs d'ordre qui consolident 90% de la dépense, les 35 milliards, une paille. Et aujourd'hui, la réglementation constitue un risque déclaré. Nous l'avons vécu, et c'est pour ça que nous avons saisi la médiation il n'y a pas plus tard qu'un mois sur ce sujet-là. Déclaré parce que les grands groupes, certains grands groupes peut-être dans cette salle, ne m'en voulez pas, mais je pense qu'on a toujours milité pour l'équilibre entre les grands donneurs d'ordre, les TPE, PME. Et aujourd'hui, on va déporter la responsabilité qui est celle de la gestion de la data à des tiers TPE, PME qui n'ont ni les moyens, je vous rappelle qu'on sort d'une crise de 10 ans terrible pour la filière, ni les moyens, ni les ressources humaines, ni les talents, parce qu'ils ne peuvent pas les payer non plus, pour pouvoir gérer cette situation où là où les grands groupes se dotent de ressources en cascade. Et pour autant, lors d'appels d'offres que j'ai pu vous lire de mes propres yeux adressés par mes propres adhérents, j'ai pu constater qu'on allait déporter la responsabilité auprès de TPE, PME qui ne sont pas en mesure de la respecter. Je voulais mettre ce point supplémentaire. On fait le grand écart entre, peut-être quelqu'un pourra répondre sur ce point-là, mais on ne peut pas évacuer cette situation dans le contexte économique et celui que nous connaissons, et notamment pour celui de la filière de la communication, et bien entendu avec tout le respect que je dois aux grands donneurs d'ordre et annonceurs qui sont très nombreux, fréquents et adhérents à l'Observatoire. Mais attention à la manipulation de cette situation. Ne déportons pas le risque sur des tiers qui n'en sont pas capables d'en assumer la totalité des implications. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être ça évoque quelque chose. Cathy, ça t'évoque quelque chose? Parce que tu es aussi un grand donneur d'ordre. Oui, un donneur d'ordre, certes, mais le pôle Solutions Business dont je m'occupe intermédie auprès des petites entreprises. On ne travaille pas avec les très grandes sociétés. C'est une autre filiale de La Poste qui s'en occupe. D'abord pour dire que quand j'ai parlé du projet d'entreprise, ça veut dire que les commerciaux chez nous, y compris, ils ont été formés pour accompagner leurs clients, donc de petite taille. Donc je vais partir du client, effectivement, pour donner des conseils simples, assez basiques et j'allais dire quitter un peu le côté très anxiogène finalement de toute l'atmosphère autour de la communication, la presse, enfin tout le sujet RGPD était un sujet ultra anxiogène. Donc déjà c'était pour
calmer un peu le jeu. Le deuxième point, c'est effectivement dans notre relation avec nos prestataires. On n'a pas demandé beaucoup de choses, mais on a juste demandé qu'il y ait quelques éléments complémentaires dans les avenants et les contrats qu'on avait déjà signés avec eux pour qu'ils s'engagent à respecter les principes de minimisation, de collecte, de consentement, etc., minimum. Et puis le troisième point que ça évoque au regard de ce que tu viens de dire, j'ai eu l'occasion au cours des derniers mois de participer à un certain nombre de manifestations comme celle d'aujourd'hui et de pouvoir entendre la CNIL intervenir. Oui. Et le message porté par la CNIL était très rassurant, dans le sens où ils ont conscience, et elle nous l'a dit très clairement, la personne de la CNIL qui porte ces sujets-là, que de toute façon, il y a un chemin, que c'est un chemin dans le temps, et qu'ils ne vont pas commencer à s'attaquer aux petites entreprises. C'est de l'éducation, c'est de la prévention. Évidemment, ils veulent qu'il y ait un changement, mais le but, ce n'est pas de faire mourir les petits. En tout cas, le discours était très clair sur le sujet. Voilà. Christophe, un point d'observation sur ce sujet? Oui, alors, je ne vais pas m'exprimer sur la filière que tu évoques, je vais m'exprimer sur l'écosystème média, qui est celui que je connais mieux, qui n'est pas a priori dans tes adhérents. Il est très clair que la mise en place de RGPD a renforcé le pouvoir des grandes plateformes vis-à-vis de tous les médias français, vis-à-vis des groupes que je représente de conseil. On est le premier groupe mondial de marketing. On a essayé de demander à Google, Facebook, Amazon & Co. des garanties, de leur faire signer des avenants de protection comme on l'a pu le faire avec des acteurs locaux. Eh bien, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Voilà, ils n'ont même pas réagi. Ça, c'est une première chose, en nous disant, ne vous inquiétez pas, tout va être bien. Donc, de toute façon, nous, on fait, et après, vous suivez. Et ils ont même aussi profité, entre guillemets, de cette réglementation. Dans le cas de Google, je ne veux pas engager de polémique, je ne sais pas si c'est le représentant de Google aujourd'hui, pour changer leur stratégie sur ce qui est programmatique. Et ça a correspondu, dans les jours qui ont suivi le 25 mai, à une espèce d'appauvrissement des revenus pour beaucoup de médias français, parce qu'ils ont changé leurs règles, eux aussi. Donc, on peut être grand par rapport à un faible, mais on a toujours un plus grand. C'était le point que je voulais faire. Oui. Et peut-être un dernier petit point au niveau global. La mise en place de RGPD, on est tous d'accord pour dire que c'est formidable. C'est un premier cadre, c'est un minimum. Mais ce n'est pas les mêmes règles sur le continent américain. Ce n'est pas les mêmes règles en Asie. Donc on arrive vers un monde qui va être un monde multipolaire. Je parle encore une fois avec ma casquette média, où pour des annonceurs mondiaux, et ils auront 3 plaques ou 4 plaques et pas une plaque globale à gérer, d'un point de vue réglementaire. Après, si on a l'occasion d'en reparler, le consommateur nous dit aussi son point de vue par rapport à ça. Je pense qu'il faut l'écouter. Complètement. Non, on ne minimise pas la part. Nous sommes tous consommateurs ici dans cette salle. Donc on y est tous concernés. Mais on est aussi tous, je dirais, des professionnels. Donc... Karine, ton observation sur ce point? Moi, juste une petite observation. Je suis d'accord naturellement avec ce que vous dites, mais la CNIL, et pour renforcer ce que vous avez expliqué, c'est quand même très clairement positionné. Donc, on sait déjà que oui, les GAFAM ont des vrais sujets, mais la CNIL est quand même l'autorité de contrôle. C'est celle qui peut prononcer des sanctions et des sanctions lourdes. Et les petites entreprises, elle ne les a pas en ligne de mire. Donc, oui, mais Karine, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, si je puis me permettre. C'est qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre profitent entre guillemets de cette situation pour imposer aux TPE, PME des cadres réglementaires qu'ils ne sont pas en mesure de respecter. La CNIL, je suis complètement d'accord avec toi, tu fais partie d'ailleurs d'un groupe de travail, donc RGPD, donc on mène avec la médiation, et bien sûr la CNIL va venir nous rejoindre très vite pour rassurer la filière, mais pour autant, ce n'est pas tant de rassurer la filière, c'est dire, attention, vous, grands donneurs d'ordre, faites attention. Oui, alors peut-être, pardon Dominique, mais alors peut-être que je suis résolument optimiste. Mais, moi aussi, mais quand même. Mais je suis d'accord avec le constat que tu fais. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'on verra peut-être que dans les mois qui vont s'écouler, je me dirais que je me suis trompée. Je pense que les tentatives qui sont celles aujourd'hui des grands donneurs d'ordre d'essayer de repousser ou de transférer une responsabilité sur des plus petits qu'eux-mêmes, je ne crois pas que ça puisse tenir dans le temps. Ne serait-ce que parce que la loi ne laisse pas le choix aux gens. Elle définit qui est un responsable de traitement, elle définit ce qu'est un sous-traitant, et elle ne dit pas « faites vos petits arrangements entre amis ». Donc, et on a une autorité de contrôle qui requalifiera si jamais les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place. Vincent? Je suis tout à fait d'accord sur
le fait que, c'est même au-delà de l'écosystème data marketing, les gros mettent la pression sur les petits parce que c'est facile de dire voilà, j'ai envoyé des lettres combinatoires à un tel, de tel, trois tel, je leur impose mes conditions. Et récemment, le CIGREF s'est ému de ça en disant que les gros mettaient la pression sur les petits. Ensuite, je rappelle que le GDPR dit que le donneur d'ordre le responsable de traitement doit s'assurer d'avoir des garanties suffisantes que le sous-traitant fait les choses correctement. Donc il ne suffit pas de signer un contrat, il faut avoir des garanties suffisantes. Alors, qu'est-ce que des garanties suffisantes ou qu'est-ce que n'est pas des garanties suffisantes ? C'est les sanctions à venir qui vont le dire et qui permettront de mettre un peu le curseur. Mais je pense que l'esprit du GDPR, c'est en effet de rendre le sous-traitant potentiellement responsable, ce qui n'était pas dans la loi informatique et liberté, mais ça n'exonère absolument pas le responsable de traitement, parce qu'on pourra toujours dire au responsable de traitement, vous n'auriez pas dû choisir ce sous-traitant. Cathy ? Et d'ailleurs, l'exemple de la première condamnation Darty est à ce titre particulièrement révélatrice, puisque finalement, c'est Darty qui a été condamné et pas son sous-traitant. Le sous-traitant a dit oui, mais en fait, non, c'est pas moi parce que c'est les gars qui ont fait l'application et j'ai pas demandé à avoir la fonctionnalité qui était vulnérable. Donc, je suis pas responsable de traitement. Et la sanction dit si, vous êtes responsable de traitement. Point barre. Cathy, avoir une certification, c'est bien ? Évidemment que c'est bien. Et pourquoi ? C'est bien. Mais tout le monde peut l'avoir, cette certification ? C'est quand même un niveau d'engagement de l'entreprise qui est très élevé. Moi, j'y vois deux effets très importants. D'abord, on est une entreprise, hein, donc on fait du commerce. Voilà, donc on fait ça avant tout pour nos clients au départ, pour donner un gage à nos clients d'éthique, hein, d'être engagés à leur côté et de pouvoir continuer à travailler avec eux avec une certaine sérénité. C'est le premier point, évidemment. Et puis le deuxième point, c'est que quand on s'engage dans un processus aussi lourd, ça a une vertu extrêmement importante, c'est qu'on a emmené toute l'entreprise. Toute l'entreprise. Parce que la certification ISO 27001, pour ceux qui la connaissent, interroge l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet un peu perché comme ça, ce n'est pas un sujet d'expert, parce que le RGPD, ça pouvait, pour le coup, et la sécurité des données et des datas, ça pouvait être un sujet un peu perché, comme on a un sujet stratégique ou un sujet développement responsable, on aurait pu avoir un sujet RGPD. Là, c'est un sujet qui a emmené toute l'entreprise, où tout le monde a été vraiment embarqué dans ce sujet. Et puis aujourd'hui, on peut apposer dans nos appels d'offres, dans nos signatures, je ne me suis pas privée de le faire, d'ailleurs, tu as dû le remarquer, le fait que l'entreprise était certifiée ISO 27001, donc c'est aussi beaucoup de fierté. Voilà. La gouvernance, tu me disais tout à l'heure, lorsqu'on a eu à échanger en préparation, attention, quand on parle de gouvernance, de quoi parle-t-on ? Quelle est la maturité des entreprises au regard de ces mêmes gouvernances ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Peut-être juste un point au préalable sur la certification, parce que ça fait écho à ce qu'on se disait sur la notion de sous-traitance, parce que pour un donneur d'ordre, s'assurer que son sous-traitant a une certification, c'est un moyen d'avoir une garantie suffisante. Donc aujourd'hui, le paysage va évoluer parce que la certification 27001, ça porte sur la sécurité et pas plus globalement sur le GDPR. Donc il va y avoir des schémas de certification. Il faut juste que la CNIL ou les CNIL les sortent. Ça va prendre peut-être 1 ou 2 ans. Et ensuite, je pense que ça sera un truc de base où dans les appels d'offres, il y aura vous devez avoir telle et telle certification. Voilà. Karine ? Moi, je trouve que on parle de data marketing. Je trouve que ces certifications sont un formidable outil. Donc, un outil de bonne conduite, un outil de mise en avant des valeurs de l'entreprise. Et je pense que pour le coup, c'est très pragmatique. Donc, parce que dans la loi aujourd'hui, il y a encore plein de notions qui n'ont pas été explicitées, qui vont l'être dans les mois à venir ou dans les années à venir. Et notamment le fait de donner les garanties suffisantes. Je vous rejoins. On ne sait pas ce que ça veut dire. Une certification, ça parle. Donc, et les certifications CNIL parleront encore plus. Christophe ? Oui. On a eu à parler, quand on a parlé de données, tu m'as parlé également d'intelligence artificielle. Tu m'as emmené sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai ramé parce que je n'ai pas ton agilité pour apprécier à la fois la donnée et l'intelligence artificielle.
Est-ce que tu peux peut-être nous Oui. dire deux, trois sujets, Alors, exemples sur ces points-là? J'ai pensé à l'intelligence artificielle d'abord pour essayer de comprendre ton sujet, parce que c'est vrai que c'est pas forcément naturel. Merci pour... Non, mais d'amener Michel, l'éthique. te moque pas de moi, s'il te plaît. Non, je ne me moque pas de toi. Mais Michel. amener l'éthique au cœur des problématiques marketing, auxquelles je suis confronté depuis des années maintenant au quotidien, c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude. Et en y réfléchissant un peu, effectivement, on se dit oui, c'est pas anormal que cette question se pose pour deux raisons. La première, c'est que tu parlais d'anxiogène tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu Cambridge Analytica, on a eu... Bon, il y a un certain nombre de sujets. Moi, je pense que ce qui fait le plus peur aujourd'hui à tout le monde, que ce soit un annonceur, un donneur d'ordre, un petit, un moyen, un gros ou un consommateur, c'est ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle de Google qui va être capable de prévoir à 95% si un patient qui rentre dans un hôpital a une chance de décéder ou pas. Ce genre de choses, quand ça passe dans The Sun, en l'occurrence, journal populaire anglais, oui, ça crée quelque chose d'anxiogène. C'est pour ça qu'à mon avis, naturellement, le traitement statistique par les machines vient au cœur du sujet. Il y a tout ce qu'on vient d'évoquer sur comment on se met en ordre de marche, comment l'écosystème s'organise pour que cette réglementation, je pense on est tous d'accord pour dire qu'elle est bonne et qu'elle va dans le bon sens, d'accord ? Ça, c'est une première étape. Elle est loin d'être faite. Je parlais de data gouvernance avec Vincent tout à l'heure en lui disant ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, on peut passer de data éthique dans les entreprises. Non, en fait, non, c'est pas fait, c'est loin d'être fait. Donc il faut d'abord faire cette première étape, mais il faudra sans doute ensuite se projeter plus loin. Et intelligence artificielle, c'est un mot valise, on le sait tous, mais si je reviens à la statistique, par exemple, je pense que tous les responsables dans les entreprises qui demandent à leur direction marketing, qui demandent à leurs marketeurs, quel que soit leur titre, de travailler la donnée pour être plus efficace, ne doivent pas oublier que la statistique, elle a ses limites. Il y a la dictature de la moyenne. La moyenne peut vous faire oublier des opportunités de business. On parle tous de persona. Alors, je ne sais pas si c'est un mot avec lequel vous êtes familier. Aujourd'hui, il n'y a plus une réunion marketing qui ne commence pas par la définition des personas. Donc, les personas, ce sont des figures qui incarnent des types de consommateurs qu'on va qualifier, qu'on va essayer de comprendre, à qui on va donner un prénom. Et on va faire ça avec de la data, alors qu'avant, on faisait ça avec un peu d'intelligence stratégique. On appelait ça des pain portraits à l'époque. Bon, c'est bien, mais on oublie aussi que certains focus ou certaines ultra-segmentations peuvent nous faire oublier des gens qui sont aujourd'hui clients des produits ou des services. Et cette statistique qui va être de plus en plus au cœur de tout ce qu'on fait et qui va nous aider à prendre des décisions, il faut la cornaquer un petit peu. Donc c'était ça mon point sur l'intelligence artificielle. C'était pas tellement le... mais vous voyez ô combien la donnée peut aller étendre sur des sujets connexes, extrêmement importants pour autant, parce que on manipule bien. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même, Dominique. Chic. Une très bonne nouvelle. Les gens qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les data scientists dans nos entreprises ne nous ont pas attendus pour se saisir du sujet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, il faut écouter aussi les consommateurs, mais aussi les gens dans nos équipes. Depuis 2014, il y a des initiatives. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il y en a une qui s'appelle Data for Good, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Data for Good, avec des chapitres au Canada, en France, etc. Il y en a une plus récente qui s'appelle Data for Democracy. Donc aujourd'hui, la vocation de ces communautés, Data for Democracy étant une communauté qui fonctionne sur d'ailleurs un outil de la maison Microsoft, c'est d'aider des ONG globalement à utiliser les données pour être plus efficaces et essayer d'adresser un certain nombre de problèmes. Dans le panel précédent, on évoquait des problèmes liés au XXIe siècle. Oui, on va avoir des problèmes de surpopulation, on va avoir des problèmes de ville, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que depuis quelques mois, on commence à voir dans ces communautés la volonté de créer un serment d'Hippocrate du data scientist. Et TechCrunch a publié un article d'un garçon en mi-mars là-dessus. Les Français de Data for Good travaillent dessus. Ils ont identifié le besoin, eux, de se donner d'un corpus de règles éthiques comme les médecins. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être sur des sujets, quand on est sur de la prédiction, tout ce qui est médical, etc., qui peuvent être impactants. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc ne soyons pas à la remorque de ça quand on est dans les entreprises. Soyons devant et posons-nous les questions sur ce que ma marque s'autorise à faire ou pas avec le consommateur. Peut-être avez-vous, certains d'entre vous, des questions à poser à nos invités. Je vais rester debout, comme ça tout le monde va me voir. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis dans une start-up qui est juste le bureau là-bas, je ne vais pas faire de la publicité non plus. J'ai le droit. ONB juste à l'entrée, vous êtes juste à côté du desk de l'entrée. Non, moi je voulais vous dire déjà un petit point de vue. Merci pour la visibilité entre les grands et les petits, notamment sur les RGPD. Nous, on est une start-up qui vient d'avoir 3 ans. On a fêté notre anniversaire il y a 2-3 mois. La mise en conformité RGPD, bon, la loi est super.
Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Et même moi qui sors juste des études, de rien que voir une loi qui met en conformité les données personnelles et la protéger, c'est super. La conformité pour une petite start-up de 5 employés, par contre, est un peu plus compliqué à mettre en place. Et justement, nous, on a vu entre nos concurrents directs qui sont beaucoup plus gros que nous et nous, la rapidité de la mise en forme RGPD était beaucoup plus compliquée. Donc, merci de le mettre en avant, Dominique. Et j'ai une question maintenant pour vous. Je suis intervenu 2 fois auprès d'étudiants justement sur la donnée personnelle pour la sensibilisation. Notamment, je fais souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ouvre Facebook Ads devant eux et un ciblage Facebook Ads en direct devant eux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'information entre les consommateurs, comme vous appelez depuis tout à l'heure, notamment les très jeunes consommateurs qui sont tout le temps sur Internet et qui achètent tout le temps sur Internet. Et justement, cette donnée-là que nous, on utilise, alors certes, on l'utilise d'un point de vue marketing parce que ça nous permet de faire du ciblage, ça nous permet de toucher le public qui nous correspond. Mais justement, au niveau de la récolte justement, de cette donnée et comment on peut l'utiliser, je pense qu'il y a aussi un moyen pour des entreprises de les mettre en avant. Et justement, on parlait avant d'expérience client de la conférence d'avant. Peut-être que les entreprises qui demain disent bah voilà, je récolte vos données pour faire ça et je récolte uniquement pour faire ça, peut-être qu'elles vont peut-être gagner quelque chose. Et c'est là où j'aimerais bien avoir votre réponse et votre point de vue. Merci. C'est même le sujet, je pense, de fond du point de vue marketing. Alors, pour répondre à votre question sur les consommateurs et les plus jeunes d'entre eux, appelons-les les utilisateurs, ça sera peut-être un peu moins engageant. Ils le savent très bien et ils n'ont pas besoin de nous pour savoir. Alors, c'est bien si on les informe, etc., mais ils savent très bien. Christophe, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, alors moi, j'ai fait un test. Alors attends, moi, non, tu finiras après. Oui. J'ai fait un test parce que tu vas encapsuler la réponse avec ce que j'ai de dire. Moi, j'ai fait un test avec une de nos startups, qui, je sais pas, je crois qu'il doit venir aujourd'hui, qui est Skip, qui permet de voir ce qu'on fait de tes données. Oui. Et on regarde, lorsque l'on met les gamins devant cette réalité, on leur dit tiens, Coco, file ton portable là. Et on va sur Facebook et on va regarder un peu ce qui se passe. D'abord, ils commencent à flipper. Attends. Non, laisse-moi aller au bout. Attends, je suis passionné là-dessus. Non, mais attends. Tu te rends compte, il commence à flipper. Mais non, j'ai pas envie de te donner. Bah, donne. Et on va te montrer ce qu'on en fait. Et quand il découvre jusqu'où on peut rentrer dans la profondeur de l'utilisation, là, il y a un certain stress qui se déclenche. Et je pense que ça nous renvoie à un sujet, excuse-moi, qui est la pédagogie. Voilà. Alors, je vais répondre à ta question par une autre question. Quelle est la part de marché de Quant, selon toi, sur les requêtes ? Non, mais là, tu m'attaques sur un sujet qui me fait mal, parce que j'adore Quant, parce qu'en plus, c'est une entreprise française, on ne lui a pas donné les moyens suffisants au moment où il le fallait. Donc, si tu veux, et c'est eux qui panient. Non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne parle pas d'inéluctable, je dis simplement... On s'engueule rarement. Non, mais on ne s'engueule pas, mais c'est intéressant, c'est le cœur du truc. C'est quand tu es adepte d'un service, que ce service est supérieur, on te fait re-signer des conditions générales qui sont compliant avec RGPD. Tu les re-signes. Oui, ben voilà. Que personne ne lit, donc tout va bien. En attendant, tu ne veux pas te priver d'un service. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je disais pas tout à l'heure qu'ils ne respectaient pas la réglementation ni rien. Je dis simplement, voilà. Donc, parce que si on en revient, alors, le jeune dont tu parles qui prend conscience et qui tout d'un coup... Moi, ce que je pense, c'est que nous, on doit prendre conscience de ce que justement ce jeune avec lequel tu as fait le test, ou ce moins jeune, quelle est sa réaction ? Je vais citer, et désolé Vincent, c'est des résultats qui proviennent d'une étude Accenture Interactive, mais à ma connaissance, vous n'avez pas publié sur le sujet, ou alors je n'ai pas vu, peut-être que vous avez publié. Accenture Interactive, depuis 2 ans, fait des études sur l'acceptabilité justement d'utilisation des données par les consommateurs. C'est 8000 répondants aux États-Unis, en Europe. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est Accenture Interactive, mais ça a le mérite d'exister. Évidemment, 80-90% des consommateurs sont tous d'accord pour dire oui, moi, si ça m'amène une expérience personnalisée, si j'ai un vrai plus, et c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un vrai plus, je suis d'accord pour cette transaction. D'accord ? Ça, c'est le résultat de fond. Après, quand ils essayent de les amener vers ce qu'ils appellent qu'est-ce qui est le plus cool et qu'est-ce qui est le plus creepy, qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce que vous trouvez cool. Curieusement, le plus creepy, c'est ce qu'on pratique tous au quotidien. Je ne connais pas vos entreprises. C'est recevoir un message quand on passe à côté d'un magasin. C'est recevoir un message après une visite d'un site. C'est recevoir un message en sortant d'un magasin. Ce qu'on pratique tous au quotidien, parce qu'on veut des performances, parce qu'on veut du ROI. Et bien, curieusement, quand on interroge chez le consommateur, ce n'est pas parole d'évangile, on se rend compte que c'est ce qu'il juge le plus creepy. D'accord ? Et à l'inverse, ce qu'il juge le plus cool, c'est la vraie relation. Il y a eu un problème, je reçois un message d'excuse. J'ai une expérience magasin qui n'était pas très bonne, je reçois un message qui dit on espère qu'elle sera meilleure. Ça, ils trouvent ça cool. Donc, effectivement, je n'oppose pas, il n'y a pas du blanc et du noir, il n'y a pas...
Je refuse qu'on utilise mes données. C'était le point que je faisais avec Quant, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il y a même des moteurs que personne ne connaît qui se sont lancés uniquement là-dessus. Orange et Deutsche Telekom vont lancer une ancienne connectée qui, a priori, sera sur le registre de « on n'utilise pas vos données », qui s'appellera Jingo. On verra si ça marche. C'est pas ça, c'est pas manichéen. C'est juste qu'il faut que nous, on les écoute et qu'on voit ce qui vraiment, comme si c'était non pas des amis, mais des relations. Qu'est-ce que ma marque peut faire ou pas faire? Il faut se reposer cette question. Je pense que c'est ça. Karine? Moi, juste un petit mot. Je pense que là, ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est la base de tout. C'est que les plus jeunes qui manipulent les téléphones, qui manipulent les tablettes, qui manipulent et qui toute la journée font ça, si on leur demande quelle est leur connaissance de la donnée personnelle, de la notion de vie privée, de droit à l'image, mais elle est proche pour moi de zéro. Hein. Donc, on parle de formation, on parle de pédagogie. Je pense que c'est par là qu'il faut qu'on commence. Donc, que cette jeunesse-là mesure que ce qu'elle fait tous les jours en se connectant sur Facebook, eh bien, elle sache ce qu'on peut en faire derrière. Et aujourd'hui, elle ne le sait pas. Vincent, tu voulais intervenir? Oui, je pense que KPMG a aussi fait une étude qui s'appelait Creepy, qui s'appelait Creepy or Cool. Puis ensuite, ils ont changé le terme, mais je pense, bon, bref. Non, mais qui disait ça avec en plus une vision régionale, c'est-à-dire qu'en Chine, c'est pas les mêmes types de données qu'on craint, etc., etc. Mais en gros, ce que ça disait, c'est que oui, il y a un aspect un peu totalement schizophrène entre j'accepte de donner mes données, mais en même temps, j'ai peur. Mais que dans certains, on voyait quand même une évolution et que dans certains cas, eh bien, ça pouvait arrêter des actes d'achat parce que sur des sites où on se dit ouais, je suis quand même pas très sûr que mes données vont être correctement traitées. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une notion d'information, c'est-à-dire que on peut avoir une idée globale que Facebook, ils ont mes données, ok, mais quand on voit en effet la profondeur d'analyse, qu'on est capable d'aller envoyer un email à un gars qui est dans une banlieue de Chicago parce qu'il a un pick-up et qu'il est adhérent à la NRA, donc on se dit qu'il doit voter républicain ou pas. Je pense que ça, ce degré, on ne l'a pas forcément. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, l'un des premiers échecs du GDPR, c'est que vous avez tous reçu plein d'emails que vous n'avez pas lus. Voilà. Donc le but d'informer, hein, qui est quand même l'un des premiers points du GDPR, de dire vous devez dire aux gens ce que vous collectez et pourquoi, eh bien, ce but n'a pas été atteint, notamment parce qu'il y a eu une masse d'informations et qui restait totalement illisible d'ailleurs, contrairement à ce que dit le GDPR. Il y a un truc qui a dû se passer, Michel vient de se réveiller, donc il me demande de prendre le micro. Non, je suis tout à fait éveillé, je te remercie, parce que le sujet est passionnant et les interlocuteurs sont passionnants. Moi, je n'ai pas vraiment de questions, j'ai 2-3 remarques quand même à formuler, mais plutôt comme un citoyen, hein, non pas comme un professionnel, que je ne suis pas du sujet. Le premier, tu commences à l'évoquer, Vincent, c'est il se trouve que je travaille aujourd'hui sur un sujet qui est l'IA et l'éthique, avec des fonds d'investissement, etc., où toute l'éthique et l'argent, c'est bon, l'éthique, bon. Et je constate, comme vous, que l'éthique aux États-Unis, c'est pas une méchanceté. Hein. Enfin, en Asie et en Europe, c'est pas la même chose, hein, parce que les cultures et les éducations sont différentes. Donc ça, c'est déjà une première question mondiale très importante, parce que certes, elle ne concerne pas les TPE, les PME à court terme, mais plutôt les grands groupes qui se battent sur le marché mondial. Mais là, il y a un vrai problème déjà, parce que les logiques d'éthique dans ces 3 zones que vous mentionnez vous-même, hein, et peut-être même une 4e si je rajoutais la Russie, et peut-être en gros une partie du Middle East, bon, on ne raisonne pas de la même manière. Donc déjà, on ne va pas s'imposer des règles où on espère que l'américain raisonne comme le français, ce n'est pas possible. Qui ne raisonne pas, lui, comme l'allemand, qui ne raisonne pas comme le coréen, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier problème. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier problème, parce que éthique, moi, data marketing et éthique, ça peut être qu'un problème mondial, hein, parce que les data, elles se baladent, elles ne s'arrêtent pas à des frontières qui sont l'Europe, la France, etc. Enfin, elles pourraient s'arrêter, mais bon. En tout cas, il y a quelques questions là-dessus. Deuxième chose, il y a l'éducation, et on a quand même une chance inouïe. Si on imagine, moi qui ai vécu 25 ans de technologie, ou en tout cas d'innovation à travers ma vie professionnelle, j'ai constaté un truc, c'est que le monde est un éternel recommencement. Il n'appartient pas, l'éducation des enfants, c'est aux parents de la faire. Hein. Je suis désolé, si les parents ne la font pas, moi, je ne connais personne qui va la faire à leur place, pas plus l'école que je ne sais qui. Et néanmoins, c'est essentiel, parce que j'ai des exemples très précis pour aller dans le sens de ce que dit Dominique. Je me baladais là récemment avec mon fils qui a 15 ans, donc évidemment, il est né qu'un téléphone mobile quasiment et un iPad. Je crois que des fois, j'oublie même que c'est un être humain.
Et je discutais avec lui, je lui dis, au fait, tiens, je t'ai pas vu, mais tu as fait une compétition de piscine l'autre fois dans telle ville, machin. Elle me dit, ah bon, comment tu sais ça? Bah écoute, j'étais me balader sur Facebook, bidule de ton truc, j'ai pris ta photo, je l'ai collée ailleurs, j'ai vu que tu étais avec machin, bidule, machin, et que ça. Bon, moi je veux bien, genre, les datas aujourd'hui elles sont partout, je ne compte pas sur les sociétés mercantiles et c'est leur boulot, enfin, même si évidemment j'apprécie tout particulièrement évidemment l'initiative que vous avez prise en essayant d'être plus éthique que la moyenne on va dire, et c'est normal, mais à un moment ou à un autre, une entreprise elle est là, elle a un fondement, elle regarde le cash et elle regarde en bas à droite le business qu'elle fait, donc elle va vouloir vendre, elle va vouloir, je ne dis pas qu'elle fera n'importe quoi, mais néanmoins la tentation est grande de temps en temps d'aller prendre des tournants. Donc il y a une réglementation qui s'installe, c'est bien. Il faut éduquer la société par le bas, donc ça c'est nos jeunes. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail, parce que comme toi, je pense qu'effectivement, là, il y a zéro éducation sur le sujet. On est inconscients, nous parents, et moi le premier, sur ce qu'on laisse faire ou pas faire. Mais ça, c'est notre rôle de parents. Je ne peux pas laisser à l'État gérer l'éducation de mon fils. 2, j'attends... Je peux contrôler un tout petit peu par la réglementation européenne. J'aimerais qu'elle soit mondiale, parce que si, encore une fois, elle est qu'européenne, on va toucher que 500 millions d'habitants sur 7 milliards d'habitants et bientôt 10. Et les puissances sont ailleurs qu'en Europe aujourd'hui, on le sait bien. On parle beaucoup des GAFAM, n'oublions pas les BATX qui sont juste énormes et qui ont encore une fois une culture de la sécurité, de la GDPR qui peut être un peu différente de la nôtre, ni bien ni moins bien, culture différente. Et donc voilà, enfin moi je ne suis pas très inquiet. Je trouve que ce que vous faites est remarquable. La loi c'est bien, mais la régulation elle se fera par les gens. Parce qu'effectivement là où l'intelligence artificielle a une limite, c'est que l'être humain décide quand même par lui-même, heureusement. Oui. Et donc à un moment ou à un autre, si je considère que Google, Facebook, Microsoft ou je ne sais qui fait des choses un peu étranges, j'ai mon libre arbitre, je ne suis pas complètement idiot, et j'ai la chance d'utiliser leur propre réseau pour le faire savoir. Donc finalement la limite de leur omnipotence, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même revenir à des réalités humaines. Non, c'est exact sur la différence culturelle. Merci. Là, vous abordez des sujets beaucoup plus larges et pour lesquels on n'est pas forcément on va dire, les mieux habilités à en parler. Mais si on regarde ce que fait le gouvernement chinois avec la donnée, typiquement, oui, c'est quelque chose que personne ne peut accepter. Je pense que tout le monde a entendu parler du social credit. Bon, alors, ce système existe aussi aux États-Unis, ça s'appelle le FICO. Je ne sais pas si vous connaissez le FICO. C'est le score de crédit des consommateurs américains, alors qui peut se bidouiller, mais qui est quand même un truc qui peut correspondre à une mort sociale. Ça, vous pouvez vous retrouver, vous n'avez plus du tout, voilà. Donc ça, c'est des aspects hyper importants, mais là, effectivement, c'était un peu loin du temps. Bien, nous arrivons malheureusement au terme, mais on va se donner 5 minutes, peut-être pour que chacun porte peut-être en point de conclusion, s'il devait retenir un élément qui paraît peut-être un élément clé, quel serait-il, si on veut arriver peut-être à cette dimension data marketing et éthique. Cathy, tu veux commencer ? Le premier point que je retiens, c'est que pour moi, c'est un sujet vivant. C'est-à-dire qu'il y a un step aujourd'hui. Et puis, effectivement, c'est un sujet qui doit continuer à se nourrir. Je suis d'accord, effectivement, la réglementation, elle va continuer à évoluer. Et en tout cas, la posture, nous, qu'on prend, c'est de se dire, aujourd'hui, on est à un niveau qui est un niveau très correct par rapport au marché. Mais bien évidemment, on ne pose pas ça dans un coin en se disant, le sujet, il est terminé, il est fini, parce que on voit bien qu'il y a des évolutions en permanence et qu'il faut rester très actif sur le sujet. Donc, c'est de continuer à être à l'écoute de nos clients, des consommateurs évidemment, et puis de s'adapter au fil de l'eau et de se dire que c'est un sujet qui va continuer à évoluer dans le temps avec, je le pense aussi, quelque chose de très bon pour finalement notre société. C'est extrêmement important d'avoir pris ce sujet à bras-le-cœur. Christophe ? Je crois que c'est avant tout, et ça fait un peu le pont avec l'atelier précédent pour ceux qui étaient dans la salle, où on a évoqué la notion de sens, la notion de raison d'être des entreprises et de leurs marques. Je crois que c'est avant tout une question d'organisation, de mon point de vue. Tant que l'éthique ne sera pas traitée par un COMEX comme étant quelque chose d'aussi important que... Parce qu'une marque, c'est un animal vivant, on le sait tous, c'est un capital économique absolument considérable, et on sait à quel point elle peut très rapidement, sur toutes les plateformes sociales, subir des impacts négatifs sur des mauvaises pratiques. Donc c'est vraiment une question d'organisation, de prise de conscience, et ne pas oublier son staff. Encore une fois, je citais ces petites initiatives de data scientists, d'ingénieurs, etc. Je pense que demain, une banque qui calculera le taux de divorce de ses clients ou qui le prédira aura des problèmes. Ça viendra, même si personne ne le sait, même si elle fait du scoring depuis que la banque de réseau existe. Mais elle aura un problème un jour. Donc, c'est vraiment une affaire d'organisation des entreprises. Après, il y a des questions beaucoup plus larges que vous avez évoquées sur l'éducation, etc. Ça, c'est encore un autre sujet, je pense.
Karine. Alors, moi, je pense que la transition est difficile et puis elle va être un peu longue, mais elle constitue un formidable moyen de remettre les valeurs, la marque, l'organisation de l'entreprise au cœur du débat et d'en faire un véritable outil marketing. Donc, moi, je pense que ce qui est apparu, et je le disais en introduction, comme une contrainte et qui, à mon grand regret, les sujets sur lesquels on a beaucoup communiqué, devraient pouvoir apparaître exactement comme une opportunité. On a certains clients dans le cadre de projets GDPR qui nous disent en cible, on veut mettre la protection des données personnelles dans le RSE, dans la responsabilité sociale et environnementale. Et il y a j'ai vu récemment une métaphore qui m'a semblé intéressante, c'est une fuite de données personnelles. Aujourd'hui, une grosse fuite de données personnelles, c'est un peu une marée noire. Sauf que les marées noires, il n'y a que les compagnies pétrolières qui étaient exposées, alors que là, c'est un peu tout le monde. Donc, je pense que c'est un peu cette comparaison avec une notion d'écologie, une écologie de la donnée, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais elle est intéressante. Ensuite, il faut voir qu'il y a beaucoup de boulot. On n'a pas trop abordé en effet le sujet de la data gouvernance. Nous, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, déjà, savoir où sont les données personnelles, c'est déjà du boulot. Et ensuite, on pourra peut-être se mettre un peu plus en ordre de marche. Bon, d'abord, je voulais qu'on applaudisse donc, nos intervenants. Je vous garde encore une minute. Je vois beaucoup d'adhérents donc, ici. Nous avons donc effectivement par rapport à ces sujets-là, nous on l'a pris sous le prisme de la relation grand donneur d'ordre TPE, PME, puisque ça nous apparaissait un point important. Donc nous avons saisi la médiation qui a souhaité porter ce sujet avec nous en la personne de Philippe Bernard, qui d'ailleurs devait être avec nous ce matin, mais il marie sa fille, et grand bien lui fasse, et je suis content pour lui. Et donc aujourd'hui on a monté un groupe de travail. Ce groupe de travail donc, va être donc maintenant est lancé. Il veut être très opérationnel. La CNIL a souhaité rejoindre ce groupe de travail puisque Philippe a fédéré également le Syntec, a fédéré la FCI, a fédéré un certain nombre d'organisations professionnelles. Parce que je crois que c'est un sujet qui n'est pas le sujet de l'Observatoire en tant que tel, c'est le sujet de toute une profession. Et donc, moi, je vous invite, et vous êtes tous adhérents, bienvenus à participer à ces travaux si vous estimez que cela peut vous apporter de la valeur. On veut le prendre sous le prisme pragmatique, pratique, de la relation entre entreprise à entreprise, comme le disait d'ailleurs Christophe très justement tout à l'heure. Ce n'est pas simplement le grand donneur d'ordre, mais c'est aussi le grand donneur d'ordre de la filière qui lui-même va imposer ses règles aux petits acteurs de la filière. Donc on parle bien de ça, qu'on s'entende bien lorsqu'on parle de grand donneur d'ordre. Donc voilà, donc, sachez que c'est un peu un sujet qu'on va adresser, sur lequel on va essayer de traiter d'une façon très pragmatique. En effet, la CNIL a souhaité s'associer à nous. C'est bien parce qu'elle a compris qu'il y avait un vrai risque. Il y avait un vrai risque tout de même. Et il fallait effectivement dédramatiser cette situation. Donc vous êtes tous les bienvenus. Je vous invite à suivre l'actualité de l'Observatoire et on communique régulièrement donc, les dates de ces rencontres. Merci encore d'avoir été aussi nombreux. Merci de votre écoute et merci encore à vous. Vous avez beaucoup apporté. Et merci à KPMG, je tiens à le souligner, pour plusieurs raisons. D'abord parce que KPMG a souhaité, avec l'Observatoire, et cela maintenant depuis plusieurs mois, d'engager un cycle d'acculturation donc, de l'innovation, et dans toutes ses facettes, auprès des grands donneurs d'ordre. Et il soutient cette initiative avec l'Observatoire, et je crois que c'est une initiative qui a porté beaucoup d'impact auprès de notre écosystème start-up, parce qu'il permet aussi de régénérer nos start-up par des prises de commandes de grands donneurs d'ordre. Et je crois que c'est une dynamique importante. Et je voulais vous saluer, messieurs de KPMG et mesdames, parce que je sais que vous le faites avec beaucoup de bienveillance. Merci à vous tous. Merci de votre attention. À bientôt. Et on continue.